Mesdames, Messieurs les élus, si vous voulez bien prendre place avant que la séance ne soit officiellement ouverte. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous saluer, de saluer l'ensemble des élus autour de la table ainsi que le public nombreux ce soir. La séance du Conseil municipal est officiellement ouverte, mais il me faut, comme à son habitude, vous donner lecture du message information CNIL. Conformément à la réglementation européenne en vigueur, l'enregistrement vidéo des séances du Conseil constitue un traitement déclaré à la CNIL par inscription au registre des traitements de la commune. Ce traitement est placé sous la responsabilité du maire. Il a pour base légale l'intérêt public. Toute personne peut s'opposer à la diffusion des images la concernant sur Internet. L'intérêt légitime de la personne et l'intérêt public sont alors mis en balance pour déterminer la conduite à tenir. Pour toute question sur ce traitement, merci de vous rapprocher de la déléguée à la protection des données de la ville mutualisée avec la métropole de Grand-Nancy, dont vous retrouverez l'ensemble des coordonnées sur le site Internet de la ville et de la métropole. Il nous faut, à partir de là, désigner le secrétaire de séance. Est-ce que Cindy Mange accepte de jouer ce rôle? Et je l'en remercie. Je vais vous donner également lecture des pouvoirs que nous avons reçus. Je les retrouve. Alors, Madame Perrin a donné pouvoir à Christian Kibomba, Madame Brunner a donné pouvoir à Daniel Giacometti, Baptiste Guillaume m'a donné pouvoir jusqu'à son arrivée, Claude Dame a donné pouvoir à Jean-Christophe Gacheneau, Catherine Poli a donné pouvoir à Pascal Langard jusqu'à son arrivée. Je n'ai pas d'autres pouvoirs. Et il y avait quelques informations RH à vous communiquer. Marguerite Marlic, responsable des finances et marchés publics de la commune, a fait valoir ses droits à la retraite le 28 février dernier. Saluons pour sa carrière et son engagement pour la commune. Caroline Zinzus, qui par effet de mutation interne prend officiellement ses fonctions de responsable des finances et marchés publics. Justine Duris est arrivée le 6 mars 2023 en tant qu'assistante de gestion administrative au sein de la mission du management des transitions. Et Mélissa Floss, par voie de mutation interne, quitte le centre communal d'action sociale de la commune pour rejoindre la commune en elle-même dans ses services, et notamment en tant qu'assistante de gestion administrative au sein de la mission représentativité et des représentations et de la démocratie locale. Je vous donnerai ces informations par la suite. Je vous propose donc d'ouvrir, mesdames, messieurs, les points inscrits à l'ordre du jour avec le premier point qui est la dénomination du square du 19 mars 1962. Vous le savez, mes chers collègues, la ville a adopté son plan de mémoire et de la transmission, lequel se veut rendre à la fois un hommage à l'ensemble des victimes des différents conflits qu'a connus notre pays, notre patrie, mais aussi pouvoir transmettre aux générations futures le devoir de mémoire et l'impérieux nécessaire souvenir à entretenir. C'est en ce sens d'ailleurs que nous avions inauguré notamment la plaque en l'honneur et en l'hommage de la famille Schemann, et que nous organisons régulièrement un certain nombre de manifestations et nombre de manifestations patriotiques. Le soir du 19 mars 1962, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, la guerre d'Algérie qui a eu lieu de 1954 à 1962 n'a pas véritablement porté son nom, du moins les premières années, puisqu'elle était considérée comme une simple opération de maintien de l'ordre. Pourtant, à partir de 1956, l'ensemble du contingent, c'est-à-dire des jeunes en âge d'être sur le front, sont systématiquement mobilisés, et elle marquera définitivement toute une génération. Il faudra attendre le 10 juin 1999 pour que l'Assemblée nationale reconnaissent la guerre d'Algérie comme ce qu'elle était. Parmi cette génération que j'ai évoquée, 25 000 ne reviendront pas, 65 000 seront blessés ou avec de lourdes séquelles,
et 485 sont encore aujourd'hui portés disparus. Plus de 60 ans après, bien évidemment, notre ville entend rendre hommage aux disparus, aux victimes de cette guerre et des combats qui se sont tenus durant ces années meurtrières et difficiles. Et notre ville entend bien évidemment aussi, avec ce soir, inaugurer l'idée de marquer aussi le souvenir, mais la nécessaire réconciliation et la célébration de cette réconciliation entre nos peuples. Et c'est ce que nous vous invitons à faire, mes chers collègues, à prendre acte de la dénomination du square du 19 mars 1962, lequel sera créé entre la sortie de la voie verte du Fontenot rue Foch et la langue de terre qui nous amène jusqu'au pied de la passerelle des époux Beauredon, notre marque aussi en l'honneur de résistants jarvillois. Ce square qui sera inauguré officiellement à l'occasion de la manifestation du 19 mars prochain sera aussi aménagé à l'occasion des travaux d'aménagement des espaces publics et des promenades de Jarville-la-Malgrange. Aussi, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir approuver cette délibération. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Lavica. Il est allumé. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, une première question qui concerne tous les projets et une remarque sur ce projet en particulier. Le déplacement du Conseil du 28 février à aujourd'hui, 7 mars, est-il dû au hasard ou à une volonté de montrer que face aux syndicats qui souhaitent mettre le pays à l'arrêt, la mairie de Jarville est en marche et avec son maire est en pleine renaissance? Monsieur Lavica, avant que vous alliez plus loin, je voudrais juste vous rappeler que, accessoirement, quand on débat sur une délibération, il vaut mieux s'arrêter à son contenu. Par ailleurs, monsieur Lavica, me reprocher un certain nombre de sujets, y compris de devoir échanger avec le préfet, avec le député de Meurthe-et-Moselle, alors que j'ai le plaisir de vous rencontrer régulièrement aux manifestations qu'il organise, notamment son aparté parlementaire, remarquez que c'est assez ubuesque. Mais ce qui serait souhaitable, c'est que vous arrêtiez systématiquement d'alimenter le débat public de rumeurs. La démocratie doit-elle être confinée à chaque fois que notre pays est confronté à une crise ou à une grève? Non. Alors vous voudrez bien, monsieur Lavica, vous contenter du sujet d'aujourd'hui et avoir le respect de la mémoire des hommes, en particulier dans ce combat, qui sont morts, pour vous concentrer sur ce sujet-là. J'y viens. C'est quand même quelque peu irrespectueux de votre part. À leur endroit, je tiens particulièrement à vous le dire. J'ai dit que ça concernait... Je tiens particulièrement à vous dire que c'est irrespectueux de votre part. J'ai dit que ça concernait... Ce n'est pas le sujet d'une délibération que vous évoquez. Et quant aux rumeurs, comme vous dites, je vous signale que sur 3 apartés, j'ai dit qu'à un seul pour le moment. Eh bien, c'est très bien, on se demandera pourquoi vous y étiez. Maintenant, si vous voulez bien intervenir sur ce sujet... Sur ce projet, nous pensons qu'il aurait été intéressant de se concerter avec toutes les associations mémorielles jarvilloises. Évidemment, nous ne nous opposerons pas à ce projet. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Vous aurez lu peut-être la délibération et constaté que c'était une demande aussi faite de manière régulière et appuyée depuis plusieurs années par la FNACA, y compris la section locale, et c'est aussi en accord avec eux que ce lieu a été choisi. Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Les délibérations suivantes sont au rapport de M. Mangin. Je vais demander à M. Mangin de bien vouloir présenter simultanément la délibération relative à la participation de la commune pour l'obtention de la 3e libellule dans le cadre de commune nature et aussi la délibération suivante relative au fleuve sans plastique. Je tiens juste à rappeler une règle de police d'assemblée ici. Tout débat qui sera hors sujet de délibération sera systématiquement arrêté. Monsieur Mangin. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Très rapidement, parce que j'imagine que la délibération que vous avez sous les yeux, notamment sur commune nature, qui est une délibération que nous avons déjà actée il y a un certain temps, qui nous a permis d'acquérir en tant que ville la 2e libellule. Bien évidemment, c'est cohérent que ce soit la première délib ou la 2e délib sur plastique dans les fleuves,
C'est cohérent avec toutes les politiques menées depuis maintenant près de 3 ans sur l'ensemble de la qualité de l'air, l'ensemble de la qualité de l'eau et notamment aussi de la terre. Ce sont des fondamentaux pour stopper les dommages créés par l'homme à la nature. Ça concerne pas que, mais essentiellement les produits sanitaires. C'est une véritable source de pollution importante pour les eaux que l'on retrouve effectivement tout le long des cours, y compris dans les mers et dans les océans. Et donc la présentation de ce rapport permet aux communes d'essayer de faire mieux encore. Le maire vient de le rappeler, c'est la recherche également d'une 3e libellule. Donc bien évidemment nous allons concourir, nous allons tout faire pour avoir cette 3e libellule, notamment avec la région Grand Est et l'agence de bassin Rameuse, mettant à l'honneur les communes engagées dans cette démarche. On va bien évidemment concourir au dispositif pour rechercher cette 3e libellule. Mais par contre, je vais vous lire pour rappel ce qui est fait, puisque bien souvent, on a quelques critiques à cet égard pour savoir ce que l'on fait véritablement. Alors, où est la page 3.5? Elle doit être quelque part par là. Bien sûr, je ne vais pas la trouver. Non, mais j'y vais, j'en suis à la 2.5. Voilà. Alors, c'est tout simplement les critères qui sont demandés pour avoir ce qu'ils appellent le niveau 3 libellules. Je vais essayer d'être vite, mais ou simplement les sous-chapeaux, c'est la suppression de l'utilisation de la totalité des produits phytosanitaires. C'est ce que nous faisons déjà depuis longtemps. La suppression des produits anti-mousse dans les espaces extérieurs. La mise en place effective d'une démarche visant la suppression de l'utilisation des engrais de synthèse organique du commerce. La mise en place effective d'une gestion économe de la ressource en eau. Je crois que c'est bien le moment en ce moment. La mise en place effective des principes de gestion différenciée dans l'entretien des espaces, c'est ce que nous faisons. L'initiation d'une démarche de la préservation de la biodiversité et la restauration des ressources en eau. L'initiation d'une réflexion pour l'adaptation au changement climatique, c'est ce que nous faisons également, et une communication régulière envers les autres gestionnaires, c'est-à-dire en clair tous ceux qui accompagnent d'une façon ou d'une autre, y compris la jeunesse par rapport aux écoles, voire même le collège qui est Albert Camus, qui font du travail en cette matière. Voilà, je souhaitais le rappeler, puisque nous espérons bien avoir cette 3e libellule. Concernant l'autre délibération, là encore, l'eau est une matière de plus en plus rare, on s'en rend compte. On a tout intérêt à faire attention parce que si je me permets un aparté là-dessus, si on pense que les réserves d'eau sont en train de s'amenuiser, je ne parle pas simplement des souterraines, mais celles qui servent notamment au refroidissement des centrales thermiques, des centrales nucléaires, c'est pas gracieux, mais en même temps, avec l'eau des réservoirs, on fait de l'électricité, et plus l'eau manque, moins on produit. On a produit en 2022 18%, je crois, en moins d'électricité hydroélectrique qu'on ne le faisait auparavant. Et en plus, ceci est venu avec l'entretien des centrales nucléaires. Donc, je pense qu'il faudra mener très fortement cette bataille avec l'opinion publique, car sans eau, je ne vois pas bien où on va aller. La deuxième délib, donc, c'est les fleuves sans plastique. Il y a 80% des déchets qui sont rejetés dans les mers, et ça provient de la terre. Donc, il s'agit avant tout de mettre en œuvre, afin d'assurer une qualité de l'eau. Nous souhaitons poursuivre les politiques engagées. Et je vais vous faire encore une petite lecture, mais j'en arrêterai là. Une petite lecture qui est la page 1 et 2 de la délib. Allons, dépêchons. Alors, c'est ça. Alors, le programme annuel 2022-2026, je rappelle ce qui est fait en fonction de critères qui viennent qui sont situés dans la délibération. Le programme pluriannuel donc, de désimperméabilisation et de végétalisation des cours de récréation des écoles maternelles et élémentaires, du centre de loisirs et de l'enfance, ainsi que la maison des familles. Les campagnes de lutte contre les dépôts sauvages, avec le déploiement d'une brigade d'environnement et des actions dédiées de sensibilisation des habitants. Les campagnes de sensibilisation des habitants, et notamment les plus jeunes générations, aux bonnes pratiques du tri. Et, entre parenthèses, il y a également dedans le défi zéro déchet. À cet égard, je voudrais présenter les dates qui sont données par la métropole sur l'action zéro déchet en direction des familles. Ça s'est organisé par la métropole et ça se tiendra à la maison des familles. Il y aura c'est du 1er avril au 30 juin, donc le trimestre prochain. Le 1er avril, le 13 mai,
le 3 juin et le 10 juin. Donc bien évidemment, toutes les familles sont appelées éventuellement à participer de manière à faire de moins en moins de déchets. Valorisation des matériaux et matériels pour le soutien du développement de la première recyclerie créative du Grand Nancy. Sensibilisation des enfants. Et ça, je pense que c'est primordial. Moi, l'ancien enseignant, je peux vous dire que les jeunes sont extrêmement sensibles à beaucoup de choses et sont perméables à beaucoup d'enseignements. Et je pense que c'est des points marquants qu'il faut faire. Ce qui a été fait à Fleming et à la Maison des Familles, il y a beaucoup de questions qui sont posées par ces enfants, et je pense que c'est une excellente chose. Et la pose dans le domaine public, bien évidemment, des cendriers. Je rappellerai à cet égard, c'est un chiffre qui effraie tout le monde, qu'on estime à 44 milliards par an les mégots sur le sol. 44 milliards par an. J'ai calculé, j'ai fait une règle de 3 à peu près, on a plus de 8000, pour la ville de Jarville, on a plus de 8000 par jour. Par jour. Et quand on sait que 2 mégots polluent 1 mètre cube, vous voyez ce que ça peut faire. Donc on mènera sur cette année 2023 une action très très forte en la matière pour sensibiliser l'opinion publique. Donc voilà, monsieur le maire, il s'agit de signer les chartes d'engagement, et j'en présenterai une autre après avec EcoWatt de RTE. Merci. Merci, monsieur Mangin. Juste préciser que le calcul que vous faites est un calcul théorique pour ramener ça, bien évidemment, sur la réalité par rapport au nombre d'habitants dans un territoire. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Je mets aux voix concernant le premier rapport pour le concours, le troisième libellule. Commune nature, y a-t-il des abstentions? Des oppositions adoptées à l'unanimité. Adoption de la charte fleuve sans plastique, y a-t-il des oppositions? Des abstentions adoptées à l'unanimité. Monsieur Mangin, je vous passe la parole pour la présentation de la délibération relative à la charte EcoWatt dans le cadre du plan de sobriété territoire vertueux de la ville. Merci, monsieur le maire. C'est une charte que tout le monde a eu écho, j'imagine, parce qu'elle a été mise en place à la fin de l'an passé, puisqu'on était face à, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, on était face à une situation difficile, délicate, avec la restauration d'un certain nombre de centrales nucléaires, et en plus avec la guerre en Ukraine, le manque de gaz. Bref, on avait là une conjonction de choses qui faisait qu'il fallait sérieusement réfléchir à la mise en place de dispositifs qui s'appliquent tant au niveau national que pour les communes. Donc vous avez effectivement la description qui est sur l'ensemble de cette délibération, avec 3 zones, entre guillemets, ou 3 espaces, vert, orange, rouge. Le vert, c'est la consommation normale, l'orange, c'est le système électrique tendu, et le rouge, système électrique très tendu. Et à ce moment-là, vous avez effectivement, par l'intermédiaire d'Enedis et de RTE, vous avez des alertes qui sont formulées avec les coupures qui peuvent se passer, avec le timing des coupures, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, j'en sais rien, j'espère que non, que l'an prochain, on aura dans cette période hivernale peut-être également des problèmes électriques. Personnellement, je ne le pense pas, parce que les centrales remarchent presque à 80% maintenant, et donc, a priori, ça devrait pouvoir passer. Voilà, donc la ville s'engage effectivement avec l'EcoWatt de RTE de faire en sorte que l'on consomme moins d'électricité, et notamment, pour ce qui nous concerne, dans les services et dans la ville. Je dois rappeler également, monsieur le maire, si vous me le permettez, qu'il y a eu des réunions qui se sont tenues à la métropole concernant l'éclairage public. Alors c'est un petit peu compliqué, mais la plupart des communes ont soit arrêté, soit réduit fortement, suivant les plages horaires, bien évidemment, entre minuit et 5 heures du matin, c'est souvent le cas, leur consommation d'électrique, enfin la métropole arrête. C'est un petit peu compliqué techniquement, parce que bien évidemment, vous avez des relais électriques qui font que quand vous coupez un service, il doit y en avoir ici avec la Neufville, je crois, quand vous coupez un endroit, ça peut couper le reste. Alors maintenant, il paraît que c'est réglable, je ne sais pas techniquement, je ne suis pas électricien. Donc voici l'objet de cette charte d'engagement avec EcoWatt de RTE. Merci, monsieur Mangin. Y a-t-il demande d'intervention? Monsieur Lévica. Seulement une question. Est-ce que la possibilité de baisser la tension sur le réseau de 5% ne risque-t-elle pas d'endommager du matériel sensible, notamment informatique? Donc, oui, je ne pense pas. 5%, ça fait pas beaucoup en puissance. Vous pouvez avoir une perte de luminosité, peut-être une perte des flux, mais encore,
Par contre, c'est clair que lorsque des coupures sont prévues, même si elles sont les usagers, qu'ils soient d'une collectivité ou des particuliers, sont prévenus. Donc, charge à nous, les uns et les autres, de faire attention. Parce qu'effectivement, quand vous êtes sur un programme et que ça coupe, ça fait drôle. Ça m'est déjà arrivé, ça fait drôle. Monsieur Kibamba. Non, moi, j'ai juste une petite question, René, mais il y a un lien avec la première délibération que tu as présentée. En effet, EDF fait un effort pour remettre en route toutes les centrales nucléaires, mais ils risquent d'être confrontés à la difficulté sur la baisse des nappes phréatiques. Parce que comment on va alimenter en eau le refroidissement des centrales? Alors, oui. Merci de préciser, je me suis peut-être fait mal comprendre. La difficulté, c'est quand on fait de la politique, il faut anticiper, et c'est pas toujours facile, parce que personne n'avait vraiment prévu, à part peut-être les Américains et encore, la guerre en Ukraine, avec toutes les conséquences économiques qui ont suivi. Donc il y a effectivement la hauteur des nappes phréatiques qui est vraiment très basse dans un certain nombre de régions de France, notamment le sud-ouest et le sud-est, notamment, mais nous, on est loin d'être au compte ici. Alors il paraît qu'on va rentrer dans une zone pluvieuse. Moi, maintenant, je suis comme saint Thomas, j'attends de voir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que les lacs, enfin, notamment la retenue dans les Vosges pour la production d'eau fraîche, entre guillemets, et pour alimenter la Meurthe et la Moselle qui vont après sur Cattenom, ça pose une vraie question. C'est-à-dire que si on est très pessimiste, on peut imaginer que l'eau baisse. Quand vous passez à côté de nappes de barrage, vous regardez par rapport au sol, c'est 5-10 mètres en dessous de la norme. Il y a des lacs qui sont asséchés à moitié, il y a des rivières qui ne coulent plus. Et si en plus cette eau, elle est dans les retenues de barrage, vous produisez, je l'ai dit, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est 18 ou 22% en moins en 2022, parce qu'ils font attention aussi à leur réserve d'eau pour pouvoir produire en hydroélectricité. Donc tout ça avec de l'eau, il faut être effectivement extrêmement sobre. Merci, Monsieur Mangin. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Peut-être pour conclure le débat, d'abord le restituer aussi de manière globale avec les deux précédentes délibérations dans l'obligation aujourd'hui faite à l'ensemble des territoires, et bien évidemment les communes n'y échappent pas, d'être beaucoup plus sobres concernant les ressources naturelles, leur consommation et leur exploitation. Vous le voyez, et sans doute que dans les semaines à venir, puisque c'est, et cela ne vous a pas échappé, une déclaration récente du président de la République lors du Salon de l'agriculture, il va falloir aussi être à l'avant-garde d'un plan de sobriété quant à la consommation d'eau, puisqu'un certain nombre de territoires sont aujourd'hui concernés par sécheresse, lesquels, bien évidemment, à terme, portent des risques autant sur la biodiversité que sur la survie de l'humanité, si l'eau finit effectivement par manquer. Avec ces trois délibérations, la ville entend aller plus loin et être dans l'application concrète d'un certain nombre de ces transitions et aussi de transformation, comme de son plan de sobriété territoire vertueux. C'est à cet égard que l'ensemble de l'équipe exécutive a rencontré les différents partenaires de la ville, que ce soit les associations, les utilisateurs des équipements publics, que ce soit les directrices d'école, pour travailler à des réponses concrètes sur comment on consomme moins d'énergie, comment on consomme moins d'eau, et en même temps comment on se part à des risques éventuels de coupure d'électricité ou de coupure d'eau. Et j'ai demandé à Dominique Anceau, dans sa responsabilité de premier adjoint, de piloter la mise en place, si cela devait être le cas, d'une cellule de crise, et donc de piloter le plan de continuité de l'activité, c'est-à-dire comment on permet aux services publics de continuer à fonctionner, mais avec des contraintes nouvelles qui s'imposent bien évidemment à nous. Et chacun des adjoints dans leur délégation, et M. Mangin, bien sûr, est aussi à l'avant-garde de cette question-là, dans le cadre de la transition écologique, des transitions environnementales et de devoir économiser l'eau, eh bien, doit travailler effectivement avec les services, à la fois sur un plan de fleurissement qui est différent, sur un plan de traitement de l'eau qui doit être aussi différent, et qui doit amener d'ailleurs nos habitants, nos concitoyens, à avoir l'habitude de voir, si je puis le permettre ainsi, nos habitudes se modifier, s'adapter, pour être en capacité effectivement de se rendre compte que ceux qui étaient consommateurs d'énergie ou consommateurs d'eau de manière inutile ou uniquement pour des aspects esthétiques ne peut continuer à demeurer au risque effectivement
d'aller dans le mur au regard de l'exploitation, voire même de la régénération de l'ensemble de ces ressources naturelles. Donc bien sûr, la ville de Jarville-la-Malgrange réfléchit déjà sous l'autorité de M. Mangin à la question de son plan sobriété eau, de manière à ce qu'on soit en capacité de faire des propositions avant même que cela s'impose à nous. Y a-t-il des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Et je vous en remercie. La délibération suivante inscrit à l'ordre du jour appelait le conseil municipal à s'exprimer sur le projet de création d'une unité de méthanisation à Ludres. Initialement, le courrier adressé par le préfet de Meurthe-et-Moselle permettait à l'ensemble des collectivités locales de s'exprimer uniquement jusqu'au 28 mars. Fallait-il encore d'abord pouvoir se saisir du dossier, chose qui a été faite, mais qui pouvait être faite, Monsieur Lavica, puisque ça vous intéressera, qu'après le 28 février, ce qui a expliqué aussi un calendrier qui a été perturbé. Et ce soir, je vais vous perturber peut-être encore un peu plus, puisque je vous propose de retirer cette délibération à l'ordre du jour du conseil municipal. D'abord parce que le préfet de Meurthe-et-Moselle organise une réunion avec l'ensemble des maires et présidents d'intercommunalité d'ici la fin du mois, et M. Anceau représentera la commune de Jarville-la-Malgrange à cette réunion, mais aussi parce que j'ai sollicité l'entreprise porteuse du projet pour qu'elle vienne à la rencontre de l'ensemble des membres du conseil municipal, des élus, pour pouvoir exposer le projet, évoquer celui-ci, afin que chacun d'entre vous ici puissiez prendre une position avec l'éclairage attendu de leur exposé concernant à la fois les obligations légales et réglementaires qui leur imposent, l'impact, impact économique, mais impact aussi environnementaux, écologiques, les conséquences, plus ou moins éloignées ou plus ou moins réelles d'ailleurs, pour le territoire de Jarville-la-Malgrange, puisque Jarville-la-Malgrange avait été repéré à la demande d'un agriculteur comme étant un des sites pouvant accueillir l'épandage. Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas, mais je souhaite que ça soit clairement évoqué par l'entreprise et des garanties qui soient posées dans le débat. Donc je vous demande, mesdames, messieurs, de bien prendre note du retrait de cette délibération, laquelle sera réintroduite à l'occasion du prochain conseil municipal. En revanche, une réunion toute commission vous sera adressée avec, pour ordre du jour, ce projet avec la présence de l'entreprise CVE. Ce sera l'occasion pour vous de pouvoir poser toutes leurs questions à toutes fins utiles, parce que le dossier technique est disponible uniquement à la ville de Ludres. Vous avez la possibilité de vous y rendre, mais j'ai demandé que des documents nous soient adressés pour que vous puissiez les étudier en amont, parce que nous n'avions que le texte de la délibération à vous donner ce soir. La délibération suivante appelle l'adoption du nouveau règlement d'attribution des subventions aux associations. Je passe la parole à Madame de Caillou. Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération est une nouvelle pierre dans l'action que la ville de Jarville-la-Malgrange construit à destination du monde associatif. Depuis 2020, la commune a en effet renforcé son soutien, notamment financier, à ce secteur important pour la qualité de vie et le vivre ensemble. Ce nouveau règlement répond à un double objectif. Le premier est celui de respecter un cadre fixé au niveau national qui demandait aux acteurs associatifs la charte de la laïcité qui prévalait jusqu'alors. Elle a été remplacée par le contrat d'engagement républicain à visée plus large. Chaque association sollicitant une subvention publique doit désormais s'engager à respecter 7 grands principes comme la laïcité, la liberté de conscience ou encore la fraternité, la non-discrimination, etc. La ville de Jarville-la-Malgrange, très attachée à la défense des valeurs républicaines au travers de ses différentes actions, se retrouve pleinement dans cette nouvelle pratique. Par ailleurs, et cela ne concerne que les associations réalisant des demandes de subventions au titre du contrat de ville, elles doivent impérativement introduire leurs demandes via la plateforme Dauphin, selon le calendrier imposé par l'État. Le second objectif de ce nouveau règlement d'attribution concerne la réaffirmation des principes quant à la procédure de demande de subvention. Après un temps préalable de concertation avec l'ensemble des acteurs associatifs, il est convenu qu'un certain nombre de documents doivent être nécessairement joints à toute demande afin de fiabiliser les relations entre la commune et les associations, ce qui permettra notamment à la collectivité de s'assurer du bon usage des deniers publics. Ce nouveau règlement est une nouvelle étape dans l'instauration d'une relation de confiance
partenariale avec les acteurs associatifs. Je vous indique pour conclure que nous reviendrons vers vous à la fin du mois, lors du prochain conseil municipal, pour vous présenter la ventilation des subventions de l'année 2023. Merci, Madame de Caillot. Est-il demande d'intervention? Monsieur Lavica, Monsieur Gachenot. Monsieur le maire, étant tous les deux présidents d'association, nous ne participerons ni au débat ni au vote. Oui, monsieur le maire, chers collègues, juste une question, une remarque. Par rapport à l'article 8, vous indiquez que les associations bénéficiaires s'engagent à faire figurer sur tous leurs supports de communication publique, affiches, programmes, communiqués de presse et sites internet, le logo de la ville accompagné de la mention « Avec le soutien à la ville de Jarville-la-Malgrange ». Si on peut comprendre qu'effectivement on mette les sponsors sur des affiches, des programmes, est-ce que c'est pas un peu excessif quand même d'indiquer cette formule sur tous les documents, surtout que le montant minimum c'est 150 €, donc ça s'apparente quand même un peu à de la publicité pour notre ville à moindre coût, mais un peu une contrainte quand même pour ces associations. Monsieur Gachenot, d'abord, nous ne sommes pas un sponsor, nous sommes une collectivité territoriale. Ensuite, vous aurez observé que le montant de la subvention à 149 €, c'est une subvention de fonctionnement et pas un projet. Et que lorsqu'une commune, comme l'État d'ailleurs, finance un projet, il est tout à fait normal, effectivement, qu'il soit retranscrit, que ça s'est fait avec le soutien de la commune comme de l'État. Vous observerez que nous avons systématiquement écrit partout, à chaque fois que cela s'imposait, avec le soutien de l'État, avec le soutien de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, avec le soutien de l'agence de l'Auvergne. D'ailleurs, vous pourrez aller le voir aussi sur le panneau qui est à l'entrée, qu'a fait apposer mon prédécesseur. Vous avez l'ensemble des logos des collectivités territoriales, des services de l'État et des partenaires institutionnels qui ont participé à la rénovation de cette salle. Je crois, me semble-t-il, que c'est à l'honneur de chacun de pouvoir s'engager derrière ces projets. Donc non, ce qui vous paraît être excessif ne l'est pas. C'est un juste retour des choses au regard des moyens que nous mobilisons, parce que je vous le rappelle, et ça fera sourire derrière certains à cette Assemblée, que régulièrement on m'objecte le fait qu'il n'y a pas de transparence dans les subventions versées aux associations. Ça n'a jamais été aussi transparent depuis 2020. C'est au budget, c'est au compte administratif, c'est communiqué effectivement dans un certain nombre de documents et c'est affiché sur le panneau d'affichage légal. La liste des subventions en numéraire, la liste aussi des moyens mis à disposition pour l'ensemble des associations. Et que contrairement à ce que la Chambre régionale des comptes avait constaté lors de son contrôle, où près d'1 million de subventions étaient versées à 6 associations, aujourd'hui, vous aurez le plaisir de constater à l'occasion de la prochaine séance du conseil municipal que c'est près de 30 associations qui émargent à l'ensemble de ces moyens mobilisés. Il est normal, autant pour notre concitoyen contribuable que pour notre concitoyen usager, que pour le bénévole associatif, qu'il soit dit en toute transparence, qui soutient ces différentes actions. Je mets aux voix, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Adoptées en ayant pris note de la non-participation au vote du groupe Tous pour Jarville. Délibération suivante au rapport de Madame de Caillot également, la convention d'objectifs partagée autour de la gestion des places de matchs sportifs. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, depuis de nombreuses années, la métropole du Grand Nancy met à disposition de ses communes membres un certain nombre de places permettant d'assister aux matchs des clubs sportifs professionnels du territoire, comme le SLUC, la SNL ou encore le VNVB. Le Grand Nancy s'est fixé comme objectif central que ces places mises à disposition gracieusement touchent en priorité deux publics, la jeunesse et les personnes issues des quartiers dits sensibles. Objectif auquel la ville de Jarville-la-Malgrange souscrit pleinement et qu'elle a d'ailleurs déjà engagé au préalable à la signature de cette convention. L'organisation préexistante où la métropole mettait ses places à disposition des communes, parfois tardivement, rendait difficile l'atteinte de cet objectif. Cette nouvelle convention vise à donner plus de visibilité aux communes pour leur permettre d'organiser la diffusion des places de manière plus fluide. À terme, le service en charge de ce dossier disposera ainsi d'un calendrier annuel avec le nombre de places attribuées à l'année et les publics visés seront informés bien en amont des manifestations permettant une meilleure organisation. Nous vous demandons donc d'approuver la signature de cette convention garante d'une meilleure gestion de procédure. Merci Madame de Caillot. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Lavic. Monsieur le maire, dans un souci de transparence,
il serait bon que des modalités d'affectation soient définies par notre Conseil. Monsieur Gache, l'intervention. Oui, merci. Donc, le Conseil métropolitain a délibéré en date du 22 septembre 2022 concernant cette convention d'objectifs partagée autour de la gestion des places de matchs sportifs. Cette convention est signée pour l'attribution donc, des places de matchs de football, basketball, volley et handball pour la saison sportive 2022-2023 qui se termine dans 2 mois. La cible visée est grand public et issue de quartiers défavorisés. Nous nous interrogeons sur la signature en mars 2023 d'une délibération métropolitaine datant d'il y a 5 mois. Faut-il y voir un manque de rigueur au niveau de la métropole? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adoptées. Je vous en remercie. Délibération suivante au rapport de M. Giacometti relatif au nouveau tarif de services facultatifs proposé par le Centre de gestion de la fonction publique. Alors, il sera remarqué là aussi qu'à rebours, le centre de gestion ait fait un avenant. De là, imaginer que le centre de gestion est peuplé d'incompétents, ce serait fort dommageable. Oui, mes chers collègues, mesdames, messieurs, comme vous le savez, notre relation avec le centre de gestion est à la fois dans des dispositifs obligatoires, comme l'exposé des motifs l'indique, avec une cotisation sur le taux de 0,8% sur la masse salariale, mais nous avons aussi des conventions relatives à des missions facultatives. 2 missions facultatives, la commission forfait de base et la commission forfait de santé. Jusqu'à maintenant, la facturation pour ces conventions facultatives était liée au nombre d'agents par an. La patrouille du juge financier est passée et il a rappelé au centre de gestion, effectivement, que la cotisation ne doit pas être en fonction du nombre d'agents, mais en fonction de la masse salariale. Aussi, il y a un avenant à ces conventions que nous vous proposons d'adopter pour que la cotisation additionnelle sur le forfait de base soit de 0,265% de la masse salariale et sur la protection sociale de 0,026% sur la masse salariale. Voilà, mes chers collègues, le projet de délibération. Merci, M. Giacometti. Y a-t-il des demandes d'intervention? M. Gechter. M. Gachenot. Je vais la poser quand même. L'avenant présenté ici précise en préambule le rappel du juge financier ayant été pris en compte lors d'une délibération du 30 novembre 2022 afin de se mettre en conformité. L'avenant semble avoir été réalisé et signé le même jour puisqu'il est daté du 30 novembre, donc signé par le président. Date d'effet de cet avenant est au 1er janvier 2023. Vous indiquez avoir été informé le 30 janvier seulement de cette modification. Faut-il y voir un manque de rigueur du centre de gestion 54? Nous trouvons par ailleurs étonnant qu'un avenant puisse être mis en place sans la signature d'une des 2 parties. Ce qui est étrange, c'est que vous ne voyez jamais un manque de rigueur de votre part, M. Gachenot. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Comme quoi le manque de rigueur ne vous empêche pas de voter quand même pour. Monsieur Kibamba, puisque j'ai oublié de vous donner la parole, alors là encore pour une délibération qui vient acter quelque chose qui a déjà été réalisé. Chantier jeune avec la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, monsieur le maire, chers collègues, la ville de Jarville organise régulièrement des chantiers jeunes, ce n'est pas une nouveauté. Mais dans ce cas présent, l'objectif recherché, c'est d'offrir à des jeunes pris en charge par la police judiciaire de la jeunesse, afin qu'ils aient accès à des travaux simples et de percevoir en contrepartie une récompense financière. Le chantier s'est déroulé, c'est vrai, en février, 15 et 22 février, au sein de la Cité du Fer. Cela concernait des travaux de menuiserie, des travaux de mobilier existants en bibliothèque, de rue et des travaux de mise en peinture. Pour ce chantier, la ville de Jarville s'est appuyée sur l'association La BNID qui assure l'encadrement des jeunes. La récompense est de 100 € par jeune qui a travaillé. Elle sera versée uniquement si le compteur d'engagement annexé à la présente délibération est respecté pendant la durée du chantier. Donc, le conseil municipal, selon la formule voulue, vous invite, messieurs et mesdames les élus, à approuver l'organisation du chantier jeune, même s'il est déjà passé, monsieur Cachot, ce n'est pas très grave. On vous demande juste d'approuver.
le versement d'une somme de 100 € par participant et que les crédits correspondants sont bien disponibles au chapitre 011. Je vous remercie, M. Kimamba. Y a-t-il des demandes d'intervention? Juste préciser qu'il s'agit de la protection judiciaire de la jeunesse. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité. Délibération 10, le pacte financier et fiscal métropolitain 2023-2027 à mon rapport. Mes chers collègues, vous me permettrez d'éviter de trop m'éterniser sur le sujet, non pas qu'il ne m'intéresse pas, mais je suis sûr que vous avez été relativement assidus et à la lecture de la délibération et à la lecture du pacte financier et fiscal. Seulement dire, ici, pour chacun d'entre vous, comme pour celles et ceux qui nous écoutent, que ce pacte financier et fiscal se veut, au-delà de l'obligation légale et réglementaire qui est imposée à toute PCI, comme la métropole du Grand Nancy, et aux communes membres, c'est-à-dire aux 20 communes de la métropole du Grand Nancy, dont bien évidemment fait partie Jarville-la-Malgrange, se veut être un outil de coopération qui est à la fois redéfini, renforcé et déterminé sur la base d'un certain nombre de principes pour définir à la fois la vision de la coopération entre les territoires, et quand je dis entre les territoires, c'est à la fois entre la métropole et les communes membres, mais aussi entre les communes elles-mêmes, puisque les mécanismes de solidarité peuvent se penser. Cette coopération renforcée ne se veut pas que financière, mais elle se veut aussi en termes d'ingénierie et de services développés au service des communes. C'est pourquoi, bien évidemment, dans son premier volet, elle réfléchit à la fois des dispositions financières et budgétaires, notamment pour discuter autour des attributions de compensation, de la dotation de solidarité métropolitaine, du FPIC, le fonds de péréquation communale et intercommunale, du partage de la taxe sur la consommation finale d'électricité, du partage de la taxe d'aménagement entre la commune et les métropoles, au regard soit des compétences transférées entre l'une et l'autre, remarquez que c'est plus souvent de la commune vers le PCI, mais aussi au regard de l'engagement de l'un et l'autre à pouvoir permettre la soutenabilité des projets sur des compétences qui sont faussement partagées, puisqu'en réalité, il y a des compétences qui sont exercées par la métropole du Grand Nancy, et la voirie, l'aménagement des espaces publics en sont, alors que c'est souvent le maire et son équipe municipale qui sont décideurs des investissements qui souhaitent réaliser. Et donc, bien évidemment, pour que cela puisse se faire, il faut, au-delà d'un dialogue constructif, les moyens nécessaires pour les engager. Et c'est ce qui est donc déterminé à l'intérieur de ce pacte financier et fiscal. Sur les dispositions non financières, l'idée, c'est que les communes puissent adhérer à la carte, et ça fera l'objet alors de conventions qui seront discutées entre les communes et la métropole, adoptées par les exécutifs de l'un et des autres, à savoir adhérer à des services par exemple de gestion de la dette, des services de mutualisation aussi d'ingénierie, notamment pour l'étude, pourquoi pas, de dossiers de subvention, de recherche de financement innovant, parce que vous le savez, une commune comme Jarville-la-Malgrange, et cela est encore plus vrai pour les communes de plus petite taille en termes de nombre d'habitants, n'ont pas les moyens de pouvoir mobiliser l'ingénierie nécessaire que doit investir une métropole. C'est juste une logique de ratio, non pas en termes d'effectifs, mais en termes de montant budgétaire et de montant pluriannuel d'investissement. Je vous rappelle que le budget de la commune est bon an mal an autour de 15 millions, là où celui de la métropole est autour de 800 millions, que le PPI est autour de 20 millions, quand celui de la métropole est autour du milliard d'euros. Vous voyez donc les effets d'ingénierie qui sont rendus nécessaires à un niveau supra, mais qui peuvent aussi être déclinés à un niveau intra. Je ne vais pas revenir plus loin sur l'ensemble des dispositions qui sont prévues dans ce pacte financier et fiscal. Je vous invite seulement à la fois à prendre conscience du moment de l'engagement qui vous est demandé, qui est demandé à l'ensemble des conseils municipaux. D'abord, de venir dans la tradition de la coopération entre les communes et la communauté urbaine, auparavant district, devenu depuis métropole du Grand Nancy, ces mécanismes de solidarité, et vous noterez d'ailleurs que dans la méthodologie qui a été employée, deux vice-présidents ont été à l'œuvre dans la rédaction de ce rapport, votre serviteur, mais aussi le vice-président en charge de la coopération des territoires, qui était par ailleurs auparavant le vice-président en charge des finances. Je vais citer mon collègue et ami cher Pierre Boileau, maire de Lille, qui, dans la construction méthodologique que nous avons voulu,
Le groupe de travail s'est voulu représentatif à la fois des communes, bien évidemment de l'Assemblée métropolitaine, mais aussi des forces politiques en présence à l'Assemblée métropolitaine, et que c'est un consensus politique qui a été construit, à la fois pour venir sacraliser ce que Pierre Boileau avait construit avec les communes dans ses responsabilités précédentes, et ce que nous voulons marquer comme étant nécessaire pour aller plus loin. Si vous avez des questions, le débat est ouvert. Monsieur Lavica. Pourrions-nous connaître l'impact de ce pacte financier sur notre propre budget? Oui, concrètement, cela décline d'abord sur le fait que la commune assumera désormais le FPIC, le fonds communal, le fonds de péréquation communale et intercommunale, ce que nous avons déjà fait sur le budget primitif 2022, remarquez que cette prise en charge par la métropole était une des dérogations possibles, mais qu'elle nécessitait une délibération commune de l'ensemble des exécutifs, celui de la métropole et celui des 20 communes. Ce n'est plus le cas, et ce ne sera plus le cas que pour 2 communes qui sont bénéficiaires de la DSU cible, qui, au titre des obligations légales, sera pris en charge pour leur FPIC par la métropole. C'est les communes de Vendeuvre, Nancy et Maximille. C'est donc de l'ordre de 21 000 € par an que la commune devra assumer sur son budget. À cela, le partage de la taxe sur la consommation finale d'électricité qui représentera 6 000 € par an. En contrepartie, la taxe d'aménagement qui sera, elle, cette fois-ci, redistribuée dans l'autre sens, c'est-à-dire reversée aux communes dans une enveloppe qui est de 150 000 € par an, mais avec le pourcentage du produit fiscal suscité sur votre territoire, qui varie d'une année à l'autre. Il faudra regarder le compte administratif. Mais si nous prenons l'exemple de l'année dernière, c'est globalement sur ce montant-là, 5 à 6 000 € qui seraient revenus à la commune de Jarville-la-Malgrange. Et les enjeux, ils peuvent être financiers d'un point de vue budgétaire, il n'y a pas de doute, mais ils sont aussi surtout en termes de marge de manœuvre pour la métropole, et donc ce que la métropole a décidé de mettre en place, c'est-à-dire que le produit de ce pacte financier fiscal, 6,25 millions d'euros, perçu comme un socle minimal, soit dédié aux aménagements de voirie. Pas à vous que je vais dire que la rénovation des espaces compris entre la rue Opalinska, l'avenue Léon Songeur, la rue Maréchal Ney, dépasse quand même le million, que la requalification de la rue de la République va dépasser le million, et en réalité, si je devais me contenter de ce que nous avons fait aujourd'hui, la réfection totale et la livraison prochaine de toute la rue du rond-point de la Belle-Croix, qui a été totalement refait et de haute qualité, je vous invite à aller le regarder sur site, dépasse de loin la contribution maigre finalement de ce que la ville va rétrocéder en termes de marge de manœuvre possible pour la métropole. Alors c'est pas neutre, parce que ça impose quand même d'en tenir compte au moment de la construction du budget. C'est ce qui sera fait lorsqu'il vous sera présenté. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. L'ordre du jour est épuisé. Néanmoins, le groupe Jarville Nouvel Horizon m'a adressé, dans les délais impartis, 2 questions orales écrites. Je vais juste rappeler la procédure de ces 2 questions orales écrites. Ce sont 2 questions qui sont adressées au maire, lequel doit les inscrire comme étant prévues au conseil municipal en termes d'expression des élus qui les ont déposées dans ces fameux délais, 48 heures avant le conseil municipal. Chaque question donne lieu à une lecture stricto sensu du texte qui a été donné, donne lieu à une réponse de la part du maire, mais ne fait l'objet d'aucun débat, ni de la part de celui qui pose la question, ni de la part de celui qui répond à la question, ni de la part des autres membres de l'Assemblée. Avant juste d'inviter un des représentants du groupe Jarville Nouvel Horizon à nous donner lecture d'abord de la première question avant la deuxième, c'est de m'assurer qu'ils veulent bien lire ces 2 questions, parce que j'ai eu quelques doutes quand même, mais je préfère m'en assurer. Monsieur Gacheneau, c'est vous qui vous attelez à la tâche, hautement difficile. Je sais à peu près lire. Ne manquez pas de rigueur. Donc les 2 questions qui vous ont été adressées. Le 22 février, nous avons reçu des invitations pour les différentes commémorations organisées début mars 2023 par la ville de Nancy à l'occasion du 80e anniversaire des rafles de la Gestapo des 2 et 5 mars 1943.
Or, le lundi 13 février 2023 à 12h, s'est tenue une cérémonie en la mémoire de Marthe Sedgman et ses enfants Léon et Esther, tous trois habitants de Jarville-la-Malgrange, qui furent déportés il y a 80 ans, le 13 février 1943, du camp de Drancy vers l'Europe centrale, ainsi que celle de l'ensemble des déportés du convoi numéro 48. Ce moment de mémoire, au cours de laquelle les noms des déportés ont été lus, était organisé en partenariat avec le Mémorial de la Shoah et l'association des fils et des filles des déportés juifs de France. Pour cette commémoration, nous n'avons pas été invités avec l'ensemble du conseil municipal, ni certaines associations patriotiques locales. Pourquoi ? Je me suis demandé si c'était une vraie question. Parce que là encore, une fois de plus, les élus de votre groupe vous faites montre, comme tout à l'heure d'ailleurs, que vous vous nourrissez de rumeurs et d'incompréhensions. Lorsque le maire que je suis invite l'ensemble des Jarvillois, de nos concitoyens, à assister à une cérémonie retransmise en l'honneur des déportés du convoi numéro 48 depuis le mémorial de la Shoah, eh bien, je suis désolé de vous le dire, quand bien même j'aurais voulu et veux faire de Jarville-la-Malgrange le cœur battant du Grand Nancy, je n'en ferai pas la capitale de la France. Le mémorial de la Shoah, mesdames, messieurs, il est dans le 4e arrondissement à Paris. Il n'est pas aux 12 rues de la rue de la République. Cette cérémonie ne s'est pas organisée à Jarville. Cette cérémonie ne s'est pas faite sous l'autorité du maire que je suis, et je n'ai donc pas à adresser des invitations à celles et ceux qui auraient souhaité pouvoir se montrer à l'occasion de cette manifestation. Quand bien même j'ai le souvenir que lorsque nous avons inauguré la plaque en hommage à la famille Schemann, vous n'étiez pas nombreux de votre groupe politique à être présents ce jour. En tout cas, pas celui qui est l'auteur de la question que vous avez bien voulu poser. Je vais donc, Monsieur Gacheneau, vous poser la question. Voulez-vous vraiment vous atteler à lire la deuxième question? Parce que je peux vous dire qu'elle est du même niveau que la première. Alors, on va la lire, puisqu'elle est du même niveau. Donc, la deuxième question, mais cela ressemblera plus à un rappel au règlement, qui est de vous conformer au règlement intérieur de notre conseil municipal, qui précise à l'article 1 du premier chapitre qu'un calendrier prévisionnel des séances des conseils et des réunions des commissions est transmis aux élus pour l'année. Il est publié sur le site internet de la commune. Ceci renvoie aux articles L 21 21 7, L 21 21 11 et 12 du Code général des collectivités territoriales. Depuis des mois, et encore pour ce conseil que vous aviez annoncé pour le 28 février, vous annulez, reportez ou différez les dates des commissions et des conseils municipaux. L'ensemble des membres de notre Assemblée a besoin d'un planning pour s'organiser. Nous sommes le 7 mars et nous attendons toujours ce calendrier. Pourquoi ? Alors, pour que chacun puisse avoir à l'esprit ce que vous évoquez à l'occasion de cette question, je vais vous donner lecture des articles auxquels vous faites référence. L'article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Jusqu'à démontrer le contraire, depuis juillet 2020, c'est le cas. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi, au plus tard le dimanche, suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation à ces dispositions, dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal 3 jours francs, au moins avant celui de cette première réunion. Me semble-t-il, mais c'est à mettre au crédit de mon prédécesseur, que ce texte a aussi été respecté dans cette obligation, puisque celle par le le 4 juillet 2020. Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local. Ce que j'ai fait. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent titre. Ce que j'ai fait. Le conseil municipal se réunit et délibère à la commune. Ah. Il peut également se réunir et délibérer à titre définitif dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires qui permettent d'assurer la publicité des séances. Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions, comme on ne rentre pas dans le chapitre des communes nouvelles, je vais vous faire grâce de finir de lire le paragraphe. Alors, on ne se réunit pas effectivement à l'hôtel de ville, mais vous en connaissez les raisons. Vous en êtes d'ailleurs responsable. L'article L2121-11 dit dans les communes de moins de 3500 habitants. Heureux de vous apprendre, Jarville vient quasiment tripler puisqu'on est à 9500 habitants. La convocation est adressée 3 jours francs, au moins, avant celui de la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à 1 jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Étonnamment, quand il lit les articles auxquels vous faites référence, tentant de faire croire une nouvelle fois par une question que vous voulez poser au conseil municipal que vous auriez pris le maire en flagrant délit
de ne pas respecter les règles. Les règles que j'énonce ne font aucunement référence à un quelconque sujet lié au calendrier prévisionnel. Mais le plus drôle encore, c'est que vous reprochez au maire de ne pas donner le calendrier prévisionnel tout en écrivant dans la fin de votre question, depuis des mois et encore pour ce conseil que vous aviez annoncé pour le 28 février. Donc vous aviez une date prévisionnelle. Ah, mes chers collègues, désolé de vous le dire, mais puisque vous vous référez au Code général des collectivités territoriales sans manifestement le maîtriser, je vous rappelle, je vous précise qu'il n'impose pas l'élaboration et la transmission d'un calendrier prévisionnel, que seule la convocation au conseil municipal adressée dans les délais, c'est-à-dire 5 jours francs, vaut convocation au conseil municipal. Et il en est de même pour les commissions. Mais bon, puisque vous le rappelez à juste titre, une date prévisionnelle est toujours communiquée en fin de séance, mais elle n'est que prévisionnelle. Elle peut effectivement évoluer. Merci pour cet intermède fort intéressant qui aura démontré une fois de plus votre manière de faire, c'est-à-dire de véhiculer uniquement, en permanence, des rumeurs, des propos assez surprenants et des interprétations de ce que vous pensez comprendre, mais qui sont loin d'être les faits réels. Avant de clôturer définitivement ce conseil municipal, juste dire à nos concitoyens que je souhaitais remercier celles et ceux qui ont contribué à la collecte de dons pour les victimes des séismes, des tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Vous dire que c'est près de 140 cartons, plus de 7 palettes qui ont été réalisés, reconditionnés par les services municipaux après réception et tri pour pouvoir constituer des lots distincts permettant de repérer ce qui relève à la fois des vêtements pour hommes, pour enfants, pour femmes, mais aussi des biens de première nécessité. Que tout cela sera véhiculé par convoi affrété par la ville de Nancy et qui part jeudi matin de la ville de Nancy, faisant accrocher à Jarville avant de pouvoir se rendre directement en Turquie. Pour marquer aussi son soutien à ces victimes, le conseil municipal, je vous inviterai à voter l'adoption d'une subvention exceptionnelle, un montant de 1 000 € à l'association Unicité France, laquelle nous avons déjà mobilisé en votre nom et au nom de l'ensemble des Jarvilloises et des Jarvillois pour venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine. En informations diverses, sortez vos agendas. 13 mars 2023, je vous invite à participer au carnaval qui se tient en 2 points distincts. D'abord sur le mail central Jean-Philippe Rameau, la Californie, mais aussi sur la rue François Hébrard, au quartier du Sancy, avec une halte, oui, le 15 mars. C'est le 15 mars. Ah, décidément, ma langue fourche à chaque fois que je vous donne une date. Quel manque de rigueur. Remarquez que c'est peut-être une question de choix dans la date, M. Gachenot. Donc le 15 mars, pour participer à ces deux défilés qui se retrouveront à l'atelier avant d'être ici au kiosque, ouvert à l'ensemble des familles. Ce moment se veut un moment festif. Bien évidemment, le 19 mars, que j'évoquais tout à l'heure, la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc. Remarquez que, là encore, vous êtes invités à cette manifestation patriotique, comme toutes les autres, d'ailleurs, lorsqu'elles se tiennent sur le territoire. À cette occasion, une stèle sera bien évidemment dévoilée, inaugurée, et ce deviendra le lieu de recueillement et de mémoire que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, de manière prévisionnelle, 11 heures. C'est ça, 11 heures, oui. De manière prévisionnelle, le prochain conseil municipal est fixé au 28 mars 2023. Mais rien n'est moins sûr quand il s'agit de date. Si, on peut toujours le décaler. Jusqu'au 1er avril. Le suspense serait que je le décale. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Ah, pardon, attendez. D'abord, il fallait voter aussi le procès-verbal de la séance précédente. Y a-t-il des oppositions, des abstentions adoptées concernant les décisions? Vous en avez également pris note, parce que je sais bien que vous m'aurez adressé toute question utile en la matière. Je vous en remercie. Et cette fois-ci, c'est définitivement levé. Bonne soirée à toutes et à tous.